De retour donc dans la Côte Imo, toujours sur Bismart et Radio Imo. Nous sommes à présent dans l'Expert Imo, où nous allons nous demander comment réinventer ou réenchanter la ville d'aujourd'hui et surtout de demain. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir avec Sylvain Lévy-Valency Nicolas Ledoux. Bonjour Nicolas Ledoux. Bonjour. Vous êtes urbaniste, président d'Arcadis France, mais surtout en ce qui nous concerne, en ce qui concerne cette interview, auteur du livre Réinventer la ville. Donc vous avez écrit avec cette idée, publiée je crois début janvier 2022, ou en tout cas janvier 2022, en début d'année, avec cette idée de réenchanter la ville, de réinventer la ville, de réfléchir à cette ville existante aujourd'hui, mais qu'on pourrait transformer ou faire évoluer en lien avec l'évolution, peut-être tout simplement, de nos modes de vie ou de notre façon de vivre. Un livre que vous avez lu, Sylvain Lévy-Valency, et qui vous a marqué. Alors, qui nous a marqué. D'ailleurs, je suis ravi que vous ayez accepté de passer par le plateau de la Côte Imo, Nicolas Ledoux. Je rappelle que vous êtes effectivement urbaniste, géographe, président d'Arcadis France. Vous êtes un leader finalement dans la conception, l'ingénierie et le conseil pour la transformation en milieu urbain et en particulier la construction et l'environnement naturel. C'est comme ça qu'on vous présente. Alors, je fais le pitch juste de votre émission qu'on retrouve d'ailleurs sur toutes les bonnes librairies, puisque le livre, vous l'avez dit Nicolas, il est ici et il est dans les bacs et je le conseille à tout le monde, y compris même les non professionnels, lorsqu'on a envie de cheminer, comme dirait mon ami Thierry Paco, de cheminer en urbanité. Voilà, dessiner une ville plus proche, plus verte, plus humaine, réenchanter la ville, c'est cette ambition pour l'homme, cette place et la nature au cœur des nouveaux enjeux de la société. Vous parlez d'exode urbain, vous dites qu'à l'instar de ce qui s'est passé avec le Covid-19, on a envie d'espace, de verdure, on a envie de perspective. Vous parlez même d'obsolescence des agglomérations. C'est un terme très fort que vous utilisez. Vous définissez un cadre dans lequel vous dites qu'il n'y a plus de débat autour du défi climatique, puisqu'il nous impose des changements structurels de grande ampleur. Et vous les classez, vous les classez en 4 grandes thématiques que vous avez déclinées. La première, c'est la ville-nature. Vous dites il faut réinventer la ville et installer la nature en ville, ce qui était peut-être le cas dans nos sociétés précédentes, puisque quelque part, vous revenez finalement à quelque chose qui est fondamental. La 2, c'est que vous dites, et ça a beaucoup de sens quand on voit le climat d'aujourd'hui, c'est une ville bienveillante. Et une ville bienveillante, une ville qui finalement devient beaucoup moins féroce que les jungles urbaines que l'on connaît aujourd'hui. Et enfin, vous parlez de mobilité. Alors, le sens de la mobilité, à l'instar des problèmes d'énergie, ou de coûts énergétiques ou de défis énergétiques, a plus que du sens. Et enfin, vous dites en 4e point, il faudra que nous habituions à une ville frugale. Nicolas Ledoux, la sobriété va devenir la règle ? Oui, ça va devenir la règle. On est dans un monde fini en termes de ressources naturelles. On a battu un triste record en 2021, et c'est ce qui identifie et caractérise le mieux ce qu'on appelle l'anthropocène. Le poids total de tout ce que l'homme a bâti sur cette planète est supérieur au poids total de la biomasse du vivant. 1153 gigatonnes d'un côté pour ce qui a été construit par l'homme, 1121 gigatonnes pour la biomasse, le vivant, nous inclus. D'accord. Et c'est assez dramatique de constater qu'on a plus artificialisé ce monde, alors que finalement, on occupe cette planète pour un temps assez court par rapport à sa longévité et à son existence passée. Et cette bascule-là, je pense qu'elle doit tous nous interpeller en tant que concepteurs des villes. Elle doit amener à repenser nos processus industriels et à mettre l'accent, c'est ce sur quoi j'insiste dans ce livre, sur la ville qui est déjà là, intervenir sur l'existant et réduire notre dépendance à la construction neuve. Alors, quand vous dites, pardon Nicolas, quand vous dites réduire notre dépendance à la construction neuve, il y a un sujet, c'est celui de la démographie, du logement des gens. Comment on fait pour avoir ce qu'on appelle des contraintes opposées ? À la fois, on souscrit complètement à ce que vous dites, et en même temps, loger, je pense juste sur 40 années en France, 15 millions de Français supplémentaires. Il y a plusieurs leviers à actionner. Je ne suis pas du tout favorable à une forme de malthusianisme urbain ou un modèle brutalement décroissant. Ce livre est définitivement essaye de faire preuve d'optimisme urbain, mais je suis convaincu qu'il existe des modèles où on peut
à la construction neuve, systématiquement privilégier des alternatives en termes de restructuration, reconfiguration de bâtiments existants. On a beaucoup de projets en ce moment de transformation de bureaux ou de parkings en logement. On a des modèles aujourd'hui techniques qui fonctionnent extrêmement bien avec des approches de plus en plus standardisées. Et il y a moyen, avec les grandes villes existantes, de réutiliser beaucoup d'espaces déjà artificialisés. Il y a beaucoup de délaissés aussi, ou d'espaces sous-utilisés, pour optimiser, intensifier les usages et réélargir un peu le champ des possibles, sans forcément recourir, par paresse parfois, à de l'étalement urbain et à de la construction neuve. Donc quitter la ville n'est pas la solution aujourd'hui, même si on peut voir effectivement que depuis 2 ans, bon nombre de ceux qui peuvent le faire ont envie de quitter les centres urbains. Alors, je suis tout à fait d'accord. Il y a une forme d'inégalité sociale, puisqu'aujourd'hui, fuir la ville, c'est un privilège. Il faut en avoir les moyens logistiques ou financiers. C'est clair. Pour ceux qui n'en ont pas eu les moyens, je pense que la période qui s'est écoulée et les confinements ont été durs à vivre. Pas d'accès à des espaces extérieurs, des logements souvent trop petits et mal conçus. Donc, ça a été une grande claque, là encore, pour tous les acteurs de la fabrique de la ville. Et c'est pour moi très clairement une opportunité, une chance de complètement réinventer nos modèles. Et donc oui, il y a de l'espoir et il est possible de redonner des aspects enchanteurs à ces villes, de les rendre désirables. C'est ce que je m'attache à essayer d'expliquer dans le livre en partant d'exemples concrets, pris un peu partout dans le monde. C'est un tour du monde d'exemples qui marchent. Et si on généralise ces exemples-là, on peut réellement changer la donne. Une autre question avant de passer la main à Sylvain. Et d'ailleurs, je vais reprendre une comparaison que fait souvent Sylvain dans cette émission, qui dit que Paris est la deuxième ville la plus dense après Bombay, c'est ça ? Absolument. Dans ce cas, Nicolas Ledoux, je vous pose une question. Comment est-ce qu'on fait une ville bienveillante avec autant de densité, si on prend l'exemple de Paris, par exemple ? C'est une très bonne question. Comment on le fait ? Eh bien, d'abord en pensant le prolongement du logement, qui est l'espace public ou semi-privatif immédiatement accessible. Il y a beaucoup de cours d'immeubles, il y a beaucoup d'espaces autour des immeubles bâtis sur lesquels on peut remettre de la nature, désartificialiser, débitumer les sols pour les rendre poreux et les faire respirer. Ça, c'est un exemple très concret et à petite échelle. Il y a les projets qui ont été très discutés de forêts urbaines au sein de la ville de Paris. Il y a déjà des très grandes villes denses qui ont créé ce type de forêt urbaine. Ça marche. On recrée un effet d'îlot de fraîcheur, on refait respirer les sols et la vie s'y réinstalle assez naturellement. Mais effectivement, ça suppose un courage politique pour investir, parce que ce sont des espaces verts beaucoup plus coûteux que les squares et les jardins publics qu'on connaît bien. Il faut recréer du vrai sol naturel, profond. Il faut casser plein de choses, parce que le sous-sol d'une ville, c'est compliqué. Il y a des tuyaux, il y a des réseaux, il y a des parkings, il y a plein de choses. Donc il faut enlever tout ça pour remettre de la pleine terre. Mais si on se donne les moyens de recréer ces forêts urbaines, l'effet est quasi immédiat. Au bout d'1 an, on recrée déjà un écosystème en ville. Et donc, ce que je propose, c'est pas tant de détruire le modèle actuel, c'est juste de dire aux citadins, faites un pas de côté, faisons un peu de place à la nature, et on y gagnera tous en termes de qualité de vie. Alors, vous l'avez, il y a une page de votre livre que j'aime beaucoup, c'est la page 41 sur l'apiculture. Et le titre, alors... En plus, je voudrais qu'on va lui faire un peu de pub. Les dessins sont de Benjamin Adam. C'est très joli ce que vous avez fait. Vous parlez des animaux en ville. Et au-delà des animaux en ville, c'est la biodiversité en ville. Et une étude récente a fait un constat absolument paradoxal qui m'a sidéré, moi qui suis né en urbanité, si je puis dire ainsi. C'est que la biodiversité se porte beaucoup mieux en ville. Et que même on envisagerait que les abeilles, par exemple, qui pollinisent, auraient en ville une alternative de survie, j'utilise même le mot, survie de la race des abeilles, enfin des différentes races d'abeilles, parce qu'elles ont beaucoup de mal à survivre à la campagne, en pleine nature. Alors là, c'est paradoxe entre les tuyaux d'échappement,
entre tous les éléments, on a du mal à comprendre pourquoi. Et dans cette étude, ils disent, mais non, c'est très facile à comprendre, il n'y a pas de pesticides en ville, il n'y a pas de produits chimiques, et chaque petit îlot, entre guillemets, de culture, du bonhomme qui a sa plante, de madame qui arrose ou qui fait ses fraises ou qui fait son petit potager, et en plus, je me projette assez bien parce que je le fais moi-même, eh bien, effectivement, ça a plus du sens. Est-ce que cette masse-là, avec la massification de ceux qui vont aller vers ça, peut inverser le process? Alors, je vous rejoins tout à fait. Aujourd'hui, les villes peuvent être des refuges de biodiversité pour toutes les formes du vivant, parce que clairement, l'agriculture intensive et tous ces travers font qu'on a des milieux quasi stériles en campagne, et qu'effectivement, en ville, on peut retrouver des espaces pour cet ensauvagement, là encore, si on s'en donne un peu les moyens. Donc oui, ça marche, oui, c'est généralisable à grande échelle. J'évoque dans mon livre des exemples d'agriculture urbaine de très grande échelle. On arrive à commencer à envisager de l'autosuffisance alimentaire pour nos grandes villes. Et je pense que c'est une vraie perspective d'espoir face à la crise climatique. Vous y croyez, vous, à l'autosuffisance alimentaire par l'agriculture urbaine? À 20 ou 30 ans, oui, bien sûr. À 20 ou 30 ans, oui. C'est une génération pour changer. Il est l'heure de nous quitter, Nicolas. Exactement. Alors, je suis quand même assez fasciné de voir que la ville est mieux que la campagne pour certains animaux, ou en tout cas moins pire, d'après ce que je comprends. Merci beaucoup, en tout cas, Nicolas Ledoux. Je rappelle que vous êtes urbaniste, président d'Arcadis France et surtout auteur de Réinventer la ville aux éditions Le Cherche Midi, donc avec des dessins de Benjamin Adam, hein, vous l'avez dit, Sylvain Lévy-Valency. C'est la fin de la Côte Imo pour cette nouvelle semaine ensemble. Sylvain, donc la Côte Imo sur Radio Imo. Et oui, nous en sommes déjà à notre 9e numéro et nous allons continuer. En tout cas, on est ravis de partager ce moment avec vous et de vous faire rencontrer des personnes aussi exceptionnelles que Nicolas Ledoux et tous ceux qui se sont succédés cette semaine et qui nous donnent chacun, à leur niveau, un regard différent sur la ville, sur ce qui vous concerne. On se retrouve lundi, Nicolas. Lundi, et on parlera de PropTech.